Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar 168 du jeudi 3 juillet 2025 intitulée 100, voilà, 100 S-A-N-S et sous-titré Le prix du sang. Et toujours avec un S à la fin, parce que s'il y avait un G, ça voudrait dire que j'ai, mais là j'ai pas, c'est 100. Voilà. Donc, sans plomb, sans alcool, sans silicone, Sans les mains, sans sel, sans les mains, sans les mains, sans sucre ajouté, sans gluten, sans colorant, sans arrêt, sans crustacés, sans parfum, sans œufs, sans arachide, sans lactose, sans sulfite, sans glutamate, sans huile de palme, j'en passe et des meilleurs. Le capitalisme est un empoisonneur public pour qui les conséquences écologiques, sanitaires et sociales de ces pratiques industrielles sont encore et toujours des opportunités économiques. Son nouvel argument publicitaire, 100. Tu veux 100, tu mets le prix, c'est le prix du sang. Alors, les 100 non bancables, comme disent les jeunes, t'es bancable, t'as de la maille ou t'en as pas. Donc les 100 non bancables, les sans-papiers et les sans-abri, l'entreprise associative Emmaüs, grâce à l'inique statut capitaliste OACAS, arrive légalement à faire du fric avec. Alors, les communautés Emmaüs sont des zones franches où, de manière dérogatoire, la charité remplace la solidarité. Un travail effectué sans aucun salaire est légalement considéré comme une participation volontaire et bénévole à la communauté. L'aumône récoltée par le compagnon, en échange de ses services, n'est donc pas considérée comme un salaire. Sans blague, l'esclavage consenti grâce au chantage à l'exclusion-expulsion des sans-abri et des sans-papiers est un marché capitaliste florissant. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai mon ami Marc qui fait des petites photos. Voilà, vu que son portable est sur le pied stabilisé. Voilà. Donc, alors en mettant le prix, les riches se donnent l'illusion de manger des produits sains, de saison et surtout locaux. De plus en plus d'entrepreneurs en restauration haut de gamme exploitent ce filon. Certains d'entre eux ont leur propre potager, alors propre au sens de privé, mais aussi et surtout propre car cultivé sans pesticides, sans herbicides, sans fongicides. Tout ce qui est à la carte de ces restaurants est garanti sans. Alors, légumes, fruits, herbes, plantes, fleurs, épices poussent à proximité des couverts étoilés des plus grands chefs. Ces vergers potagers sont entretenus par leurs équipes salariées. La nostalgie monarchique d'une bonne restauration laisse les sénateurs républicains français sans inquiétude. En effet, ils disposent d'un restaurant très haut de gamme au sein du Sénat. Avec 350 millions d'euros de budget annuel, ce restaurant financé avec nos contributions fiscales directes et indirectes est réservé aux sénateurs et à leurs invités. Autant vous dire que les gilets jaunes sans dents n'ont pas table ouverte. Un repas gastronomique n'y coûte que 16,45 € par personne et la facture symbolique se règle avec ou sans contact. Le tout venant, un locataire, retraité, salarié, doit se fournir à l'épicerie planétaire capitaliste qui nous vend à prix d'or ce qui était naturel, mais ce qui était naturel avant que toutes les activités humaines ne soient industrialisées, c'est-à-dire sciemment orientées vers le rendement immédiat optimum. Le monde capitaliste, qu'il soit libéral ou d'État, est un monde utilitaire. L'utilité capitaliste est la capacité pour une activité à générer du capital. Voilà pourquoi la gratuité reste le plus dangereux des adversaires du capitalisme. La nouvelle politique tarifaire
du syndicat des transports d'Île-de-France, politique du sans-ticket papier, ne va pas dans le sens écologique de la gratuité des transports en commun pour toutes et tous. Au contraire, elle les rend plus chers et plus polluants pour la majorité des travailleuses et des travailleurs pauvres de banlieue parisienne. Un technocrate du ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, chargé des transports, dont l'empathie est équivalente à celle d'un tableur Excel, a décidé bureaucratiquement de lier train, métro, RER avec un tarif plein à 2,50 € et tram et bus avec un tarif plein à 2 €. De sorte que si vous habitez loin d'une gare de banlieue et que par conséquent vous prenez le tram ou le bus pour la rejoindre, alors vous paierez en tarif plein pour un aller-retour Paris 9 €. Les habitants des villes mitoyennes avec la capitale et les Parisiens pourront se déplacer dans ce cœur d'Île-de-France en transport en commun en tarif plein à 5 €, soit un aller-retour presque 2 fois moins cher que pour tous les autres franciliens. Cette discrimination tarifaire n'est-elle pas anticonstitutionnelle ? Mais ce n'est pas tout. Les week-ends, ainsi que les soirs en semaine, les dessertes ferroviaires en banlieue sont régulièrement l'objet de travaux planifiés. Donc, il s'agit de choix prémédités. Dans ces conditions, les déplacements le soir et les week-ends deviennent routiers, bus de substitution, donc plus polluants, fastidieux et chronophages. Les populations de banlieue parisienne sont tenues de faire avec, ce qui ne signifie pas que l'otage est consentant. Cette politique a été sciemment mise en place afin de ne pas déranger les activités des entreprises et pour nous permettre, au détriment de nos intérêts d'usagers, de participer, au-delà de nos contributions fiscales directes et indirectes, au financement des infrastructures de transport permettant aux entreprises privées de générer du capital durant les jours ouvrables grâce aux déplacements tarifés indispensables à l'exploitation efficace des travailleuses et des travailleurs salariés. Et donc, voilà la véritable nature de la révolution des transports en Seine-Saint-Denis, annoncée par la présidente de la région Île-de-France et présidente de Île-de-France Mobilité, Madame Valérie Pécresse. Si vous la croisez de bon matin dans la cohue des transports en commun d'Île-de-France, immortalisez cet instant avec votre téléphone portable, car sans preuve visuelle, personne ne voudra vous croire. Cette politique capitaliste, ton cadre est comment? Parce que je vois que ton truc est comme ça, j'ai l'impression que je dois être complètement sur le côté. Non, c'est bon. Donc cette politique capitaliste du service réduit pour travaux le soir et les week-ends ne s'applique pas aux polluants transports aériens des plateformes privées de la société Aéroports de Paris, avec une partie du réseau de transport en commun dédiée aux dessertes de ces aérogares, munis de tarifs spécifiques et une continuité de service avec laquelle le banlieusard est tenu de faire sans. Pendant que les enfants de banlieue parisienne font avec les particules fines de kérosène détaxé qui sont à l'origine de nombreuses pathologies dont la prise en charge n'est pas garantie à 100% par la sécurité sociale. Alors, voici ce que l'on peut lire à ce sujet sur le portail internet français du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, alias UNICEF. La pollution de l'air nous affecte tous, mais touche particulièrement les enfants. Les enfants ont une fréquence de respiration plus rapide que les adultes et leur organisme en pleine croissance y est beaucoup plus sensible que celui des adultes. Les sources de pollution de l'air sont multiples en ville, mais
À l'échelle nationale, l'une des principales causes reste le trafic routier. L'ozone et les particules fines liées à la combustion des carburants se mélangent et attaquent les poumons et le reste de l'organisme. En France, 3 enfants sur 4 respirent un air pollué, notamment en ville où la concentration du trafic automobile est très importante. Ces enfants ont plus de risques de développer des pathologies telles que des allergies, de l'asthme, de l'eczéma, mais aussi de l'obésité et des syndromes dépressifs. En région parisienne, avec le développement des activités aériennes, fret et passagers, notamment celle de la plateforme aéroport de Paris de Roissy-Charles de Gaulle, nous sommes dans le non-sens écologique et sanitaire institutionnel, auquel de nombreuses associations tentent de s'opposer. Cette criminelle politique institutionnelle du fait accompli industriel est un des résultats de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, alias loi Macron. Cette loi a nettoyé le code du travail de tout ce qui relevait des intérêts des travailleurs et des travailleuses, mais aussi de tout ce qui protégeait les populations et les territoires des nuisances durables liées à l'implantation d'infrastructures entrepreneuriales afin de favoriser la spéculation et de développer le plus pervers des avatars historiques de l'esclavage, la subordination salariale. Avec cette loi de 2015, la République française devient République marchande. Elle annonce clairement ses objectifs capitalistes comme prioritaires sur toute autre considération, qu'elle soit sanitaire, voire sociale. Libérer, investir, travailler. C'est ce qui est marqué en toutes lettres dans cette loi Macron de 2015. La société privée, alors depuis le 30 avril 2005, Aéroport de Paris, ADP, a ouvert une concertation publique du 8 avril au 8 juillet 2025 à propos de son projet de développement de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Toutes les réunions publiques ont été localisées en évitant soigneusement toutes les zones denses de population survolée. Cette concertation publique n'existe donc que pour respecter formellement des obligations légales. Voilà, donc on est le 3, dans 5 jours c'est terminé, et en fin de compte, toutes ces petites brochures ont été envoyées dans les zones de banlieue qui sont les moins survolées, donc sur lesquelles les plateformes ADP ont le moins d'impact. Alors le climat, la pollution de l'air et les nuisances sonores, donc la santé des franciliens, ne seront pas prises en compte, car le tableur de la loi de 2015 est sans ligne pour comptabiliser les décibels, les particules fines et l'impact physico-chimique atmosphérique des activités aériennes sur le dérèglement climatique global. Alors voilà ce que l'on peut lire sur le site internet de l'association Bien vivre à l'Otille. Le coût social du bruit aérien en Île-de-France est de 4,1 milliards d'euros par an, référence CNB, ADEME, Bruit-Parif. Comparable par exemple au budget 2025 de la région Île-de-France qui est de 4,5 milliards d'euros. Les villes situées dans un rayon de 5 km autour de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sont déjà surexposées aujourd'hui aux particules fines et ultra-fines. Référence Air Parif.
les plateformes aéroportuaires ont émis 11% de l'oxyde d'azote répandu en Île-de-France en 2019. C'était le second secteur émetteur et le seul en augmentation. Référence Air Paris. C'est ainsi que, sans penser à mal, sans complot, mais uniquement avec la froide logique comptable d'un tableur, la biosphère est polluée durablement et pillée légalement à un rythme qui excède son naturel renouvellement, si tant est que la ressource exploitée était originellement renouvelable, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les ressources minières, minerais radioactifs inclus. Avant que le pillage de toutes les ressources ne soit mis légalement au service d'institutions publiques et privées, voire en partenariat, l'utilité d'une activité correspondait à un besoin. Les descendants des colons des territoires des États-Unis d'Amérique ont aménagé ces territoires en fonction des besoins militaro-industriels fédéraux de ceux-ci. Ces territoires, traditionnellement mutualisés et auxquels les populations autochtones appartenaient, personne ne les revendiquait comme propriété privée, étant donné que ces terres étaient aussi les terres auxquelles appartenaient les bisons, les coyotes, les chiens de prairie, les corbeaux, les loups, les ours, les aigles, les grenouilles, les escargots et les porcs-épics, car, n'en déplaise aux amis de la terre, les hérissons n'ont jamais fait partie de la faune naturelle des Amériques. Le capitalisme a un besoin boulimique d'énergie et de matières premières. Le verre et l'acier sont énergivores. Les matériaux de construction sont indispensables. Eau et denrées alimentaires sont vitales. Ce sont des millions de tonnes de matière qu'il faut pouvoir transporter depuis des lieux de production, d'extraction ou de captation vers des sites industriels de transformation et des centres urbains consommateurs. La première ligne de chemin de fer française, et là je regarde mon ami cheminot en face de moi, enfin cheminot, travaillant pour ce qu'on ose encore appeler la SNCF, qui n'est plus du tout une société nationale, travaillant pour la société privée qui exploite les infrastructures ferroviaires qui avant nous appartenaient à toutes et tous. Donc la première ligne de chemin de fer française est une ligne privée entre Saint-Étienne et Andrézieux. Donc c'est je crois sous Louis XVIII, hein, c'est même pas pendant la République. Alors d'une longueur de 18 km, elle est ouverte le 30 juin 1827. Elle est avant tout destinée au transport du charbon des mines du bassin houiller de la Loire vers le port d'Andrézieux sur la Loire. Alors cette ligne ferroviaire ne sera ouverte aux voyageurs que 4 années plus tard, en 1832. Alors on va comparer le réseau ferroviaire américain et le réseau ferroviaire européen au niveau du transport de passagers, en tant qu'indicateur des infrastructures collectives au service des populations. Et là, on le voit bien, effectivement, aux États-Unis, on a surtout fait d'est en ouest pour pouvoir transporter justement des marchandises pour l'industrie, mais le voyageur lui-même, eh bien, il prend des avions comme nous, on prendrait les bus Macron. Ou sa voiture, oui. Et alors qu'on voit en Europe, bon, bien sûr, j'ai marqué European Union, parce que aussi j'ai marqué USA, et donc on voit que le chemin de fer s'est développé plus tôt, et il s'est développé à la fois au début pour l'industrie, mais aussi pour le transport des populations. Voilà. Donc on voit bien une différence réelle, politique et historique, qui apparaît directement quand on regarde, en fin de compte, les lignes de chemin de fer dédiées au transport voyageurs. Donc, les lignes locales de chemin de fer en France métropolitaine, hein, eh ben, elles ne sont pas à la fête. Elles souffrent du vent mauvais, de l'utilitarisme et de la rentabilité.
vent bureaucratique et technocratique qui a antérieurement décimé les cabines téléphoniques, qui a livré nos communications électroniques à des compagnies privées et qui, aujourd'hui, permet à l'entreprise privée La Banque Postale de supprimer de manière unilatérale et régalienne des boîtes aux lettres jugées non rentables en zone rurale, sans aucune concertation avec les populations, voire avec les élus locaux. En République marchande, tous les allocataires du RSA sont tenus d'effectuer 15 heures d'activité hebdomadaire, d'après le règlement des forces d'occupation sociale du MEDEF, alias France Travail, auquel chaque personne, hors profession libérale et assimilée, sans revenu lié à une subordination salariale, est obligatoirement affiliée. Actuellement, la loi Laurent Duplomb, il y avait l'essence sans plomb, mais du plomb, c'est du plomb dans la tête, je sais pas, mais bon. Il y a la loi Laurent Duplomb, elle nous permet de mettre en lumière les clairs objectifs capitalistes du parti Rassemblement National, qui apporte un soutien législatif sans faille à la minorité présidentielle. Lorsqu'il s'agit de servir les nuisibles politiques d'empoisonnement des terres agricoles et de pillage des ressources aquifères par les exploitants de la FNSEA. Afin de répondre aux objectifs de rendement dictés par les technocrates du Crédit Agricole, dans le cadre de la bureaucratie agricole commune, de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne, qui nous impose le poison glyphosate Bayer-Monsanto jusqu'en 2033. Alors, ces mêmes députés de souche répondent présents avec ceux de la gauche nationaliste insoumise et communiste pour nous maintenir dans l'impasse mortelle nucléaire française qui nous a imposé, sans vote ni débat, suite à la création régalienne d'un véritable gouvernement technocratique et militaro-industriel occulte de la France, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, alias CEA, donc créé en 1945 par un gouvernement provisoire sans que la population et donc ses élus n'aient été consultés. Alors, sans vote, on nous impose de faire avec. Tout ce qui tend à légitimer des activités nucléaires industrielles et criminelles, peu importe quelle nation développe cette mortifère filière. Tu pourras me demander un verre d'eau? Toutes les populations sont menacées en permanence par les arsenaux thermonucléaires des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et de leurs nations satellites. Cela est totalement inacceptable. En une demi-heure, le sort de toute l'humanité et de la fragile biosphère terrestre peut être durablement joué. Faire avec est non seulement irresponsable, mais cela fait de nous toutes et tous les complices passifs de cet abominable état de fait militaro-industriel. Et je te remercie, Fabrice. Alors Fabrice vient d'aller me chercher un petit verre d'eau parce que... Fabrice le barman. Moi je n'en abuse point. Mon ami Fabrice Daville. Alors, je ne veux pas être potentiellement co-responsable de l'éventuelle pollution durable de territoires ainsi que de la carbonisation des populations auxquelles elles appartiennent, que ce soit de manière accidentelle, voire délibérée. Que le président de la Fédération de Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, puisse décider d'envahir le territoire de l'Ukraine est totalement inacceptable. Que le président des États-Unis d'Amérique, membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, puisse décider de bombarder des installations nucléaires iraniennes est totalement inacceptable. Si 2 fédérations d'États se permettent de semblables comportements guerriers vis-à-vis d'autres
d'autres États et au détriment de la sécurité de toutes les populations, c'est grâce à l'abominable immunité que leur confèrent leurs terroristes arsenaux thermonucléaires agréés par l'Organisation des Nations Unies. Le droit international triomphe enfin sous ses véritables et multiples visages. Visages squelettiques des blocus affameurs. Gaza, Yémen. Gueules cassées, corps démembrés, voire calcinés des tapis de bombes. Yeux exorbités, bouche ouverte des gazages. Tous les massacres, qu'ils soient agréés ou non par des instances internationales, se résument au droit des forts à disposer des faibles. Tous les adeptes nationaux du présidentialisme, donc du droit international tel que défini précédemment, ont comme actuel questionnement: devant qui dois-je mettre le genou à terre, devant Trump ou devant Poutine? La gauche nationale française tortille du cul de la même manière nationaliste que l'extrême droite française. Elle trouve opportun de s'associer aux commémorations de la fin du deuxième conflit mondial, le 8 mai 1945, sous la bannière russophile du régiment immortel de la Grande Guerre patriotique. Alors ça, c'est une photographie du défilé de la gauche nationale. Maintenant, on va passer, toujours le même jour, au défilé de l'extrême droite nationale. Voilà. Alors, faut pas que je fasse de conneries. Voilà. Voilà, bon, cherchez la différence, il n'y en a aucune. Donc, deux défilés commémoratifs séparés avec néanmoins des participants communs. Alors, un dit de gauche, la photo que vous avez vue tout à l'heure, avec la présence de Madame Sophia Chikirou, députée de la France Insoumise, et du mouvement de la paix, ramassis de pacifistes onusiens, et un autre défilé, là, celui-là, commémoratif, celui-ci d'extrême droite souverainiste, avec messieurs Jacques Cheminade et Florian Philippot. Alors, ces deux défilés comportaient le ruban orthodoxe de Saint-Georges et donc l'affirmation que l'unité de la grande et sainte Russie est volonté divine. Ce que semblent oublier ces nationalistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est le télégramme qu'avait envoyé le général Charles de Gaulle au général Delattre de Tassigny la veille du 8 mai 1945. Et je vous lis le texte du télégramme. Paris, le 7 mai 1945. Je vous ai désigné pour participer à l'acte solennel de la capitulation de Berlin. Il est prévu que seul le général Eisenhower et le représentant du commandement russe signeront comme partie contractante. Mais vous signerez comme témoin. Vous devrez en tout cas exiger des conditions équivalentes à celles qui seront faites aux représentants britanniques, à moins que celui-ci signe pour Eisenhower. La victoire sur l'abominable régime nazi ne doit jamais être revendiquée par aucune nation, car ce n'est pas la victoire des États, mais celle de toutes les populations qui ont résisté à la barbarie étatique et bureaucratique du national-capitalisme nazi. La survie politique de l'actuel chef de l'État français est conditionnée par le soutien législatif de l'extrême droite nationale. La politique de son actuel gouvernement est donc une politique d'extrême droite. Grâce ou à cause de lui, les nationalistes français osent tout. C'est même à cela qu'on les reconnaît. Ils font fi de l'Holodomor, 1932-1933, fi du pacte germano-soviétique, 1939-1941,
Et en définitive, ils font fi de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie, débutée le 24 février 2022. Faisons fi de tous les présidentialistes insoumis et rassemblés contre les intérêts vitaux des populations. Je te remercie, Marc. En ce qui concerne les massacres des populations palestiniennes et les blocus qui les affament, les partis nationalistes français dits de gauche professent que la création d'un État palestinien pourrait être la solution finale à tous les problèmes que pose l'État israélien. Rappelons-leur que les États et leurs armées sont les sources historiques de tous les conflits. Toutes les populations de Palestine, juives, musulmanes, chrétiennes, bouddhistes, shintoïstes, zoroastriennes et athées, aspirent à vivre en paix, comme cela a été parfois le cas dans le passé pré-capitaliste. Le capitalisme est une bête insatiable et polycéphale. Ses têtes sont les États. Ses victimes, tous les territoires et toutes les populations. La seule chose qui soit à notre portée en tant que victimes, car nous sommes toutes et tous des victimes du capitalisme, c'est de refuser les privilèges qu'il accorde à celles et ceux qui se mettent à son service, de refuser de croire à son illusoire et éphémère pouvoir de domination nationaliste, donc internationaliste. Le pouvoir capitaliste est sans. Il n'est rien, du latin nihil. Il est nihiliste, il est donc étymologiquement impuissance. Il ne crée rien. Il singe l'intelligence sensible des créatures naturelles par itérations bureaucratiques et technocratiques. Le capitalisme est aux civilisations humaines ce que la programmation neuronale est à l'intelligence. N'ayons pas peur. La peur n'apporte jamais rien de bon. Faisons tout ce qui est à notre portée pour fraterniser, sans tenir compte des frontières, sans tenir compte des nationalités, sans tenir compte des préjugés confessionnels. L'espèce humaine, comme toutes les espèces vivantes, est bonne, la vie est éternellement belle. Donc, le capitalisme ne doit pas nous faire peur. Lui faire la guerre, c'est le renforcer. La guerre est consubstantielle au capitalisme. Le capitalisme, c'est la guerre, c'est le capitalisme. Que les États en permanence se dévorent entre eux est une perspective plutôt réjouissante. Malheureusement, ce processus s'accompagne de massacres de populations et de destruction définitive d'équilibres naturels indispensables à la viable pérennité de l'ensemble de la biosphère. Quel gain retirerions-nous à nous inquiéter au sujet de choses sur lesquelles personne n'a aucune influence, c'est-à-dire aucun réel pouvoir? Et notre ami Pierre Merezkowski vient d'arriver, et donc je disais, quel gain retirerions-nous à nous inquiéter au sujet de choses sur lesquelles personne n'a aucune influence, c'est-à-dire aucun réel pouvoir? Et là on voit, là où l'humour, la joie sont des crimes, la courageuse résistance artistique est un devoir, prenons exemple sur elle. Et donc là ce sont des jeunes femmes iraniennes qui ont retiré leur voile, qui montrent leurs cheveux et qui font un doigt d'honneur au portrait officiel des mollahs qui ont l'Iran sous leur coupe. Alors, nous devons tout faire pour communiquer entre nous. La vie est échange gracieux car elle est totalement désintéressée. Il ne s'agit en aucun cas de se faire entendre, voire de se rendre visible, comme le prêchent tous les stériles adeptes de l'éducation populaire. Être sans état-major et sans programme, voilà ce que toutes les chapelles nationalistes et partisanes craignent. Comment instrumentaliser électoralement ce qui est sans tête,
voire sans queue. Ceci explique peut-être le silence des états-majors de la gauche nationale électoralement agréée vis-à-vis des mouvements populaires de Serbie. Leur stratégie de barricade volante, abandonnée dès l'approche des gardiens de l'ordre établi et reconstruite un peu plus loin, sans porte-parole, sans violence de la part des manifestantes et des manifestants, un mouvement qui ne faiblit pas, mais qui fait au contraire tache d'huile au sein d'une Europe institutionnellement nationaliste. Voilà ce qui fait peur à tous les adorateurs nationaux du présidentialisme. Président, parlons-en, le président serbe Aleksandar Vučić est assis le cul entre deux chaises. Une chaise populaire qui réclame transparence et justice sociale et une chaise capitaliste institutionnelle accusée par les services de renseignement de la Fédération de Russie de fournir des armes à l'Ukraine. Le président serbe risque d'apprendre à ses dépens que même avec une extrêmement grande fourchette, il ne faut jamais s'asseoir au buffet planétaire de la bête capitaliste lorsque ces têtes se battent entre elles. Emmanuel, Alexandar, Donald, Vladimir ne sont rien d'autre que la somme des peurs qu'ils sont encore capables de nous inspirer. Autant dire que pour moi, cela fait déjà de nombreuses années qu'ils ne sont rien. Car tout ce que je fais, je le fais avec amour pour toutes et tous, sans avoir jamais besoin d'eux. Pierre, je vais te passer la parole, parce que déjà je te remercie d'être venu. L'idée était de diviser les élèves du cours de mathématiques en 5 groupes. Chaque groupe aurait été constitué d'un élève brillant, d'un élève moyennement brillant et d'un élève particulièrement nul. Ces groupes auraient été invités à résoudre un problème d'algèbre particulièrement ardu, rendant impossible sa résolution par l'élève brillant, qui aurait par conséquent été obligé de partager ses connaissances avec l'élève moyennement brillant et l'élève particulièrement nul. Les élèves n'auraient pas été notés individuellement. Ces groupes auraient été notés en tant que groupe. Le modèle de compétition individuelle et de mérite défendu par Victor Hugo aurait laissé la place à une résolution collective d'un problème ardu de géométrie hors de l'espace. On ne fait pas des enfants comme ça, a affirmé le délégué syndical de la CGT. Il est un peu tard pour regretter d'avoir fait des enfants comme ça, a affirmé la cousine de. Il vaudrait mieux que tu ne vois plus Doucha, comme ça sera plus clair pour Doucha, a ajouté la mère assistante sociale de Doucha. Et elle a ajouté, tu as toujours dit que tu ne voulais pas jouer le rôle du père. Et il a ajouté, il n'est pas venu voir sa fille Doucha à l'hôpital. Et elle a ajouté, il a dit qu'il n'était pas venu voir sa fille à l'hôpital parce qu'il cherchait à se débarrasser de l'emprise que sa mère exerçait sur son père. Et ils ont ajouté, on s'en fiche que tu aies pleuré devant les grilles de ton lycée caserne. Et elles ont ajouté, en tout cas, il a toujours aimé ses enfants. Elle, je t'ai plusieurs fois demandé de ne pas téléphoner 10 fois de suite quand je ne réponds pas tout de suite à ton appel téléphonique. Le cadre de l'éducation nationale. J'ai oublié son nom. Son nom n'a d'ailleurs aucune importance. Disons simplement qu'il était un cadre de l'éducation nationale en charge des formateurs des instituteurs républicains. Il m'a menacé de porter plainte contre moi parce que j'avais écrit dans un tract à usage interne qu'il avait déclaré dans une réunion autogérée que le documentaire diffusé sur la chaîne culturelle franco-allemande de Laura Adler avait révélé que l'invasion de l'URSS avait été décidée par le valet de chambre d'Adolf Hitler. Il avait refusé de prendre en considération des excuses qui me renvoyaient à mes ruptures successives avec les mères assistantes sociales de mes enfants. Je l'avais rappelé un peu avant minuit. Je crois dire sans trop m'avancer qu'il devait être 23h33. Et j'avais reconnu que la citation de son nom risquait de retarder sa mutation dans un centre de formation
qui aura été moins éloigné de son 3 pièces cuisine, frigidaire, chauffe-eau intégré, véranda. Je l'avais rappelé dans le quart d'heure qui avait suivi ma conversation téléphonique avec mon père, et il m'avait suggéré de prendre soin de Doucha, qui avait été trimballé de père en père responsable, et que la tumeur au cerveau de ma fille était éteinte. J'ai oublié. Je ne veux plus me souvenir. Ça va? Vous êtes satisfait? Il n'a pas porté plainte. Ce n'est pas moi qui ai mis le feu à l'abribus pendant une manifestation pour la défense de nos retraites. J'ai tout inventé. Et mes racines sociales de mes enfants n'ont jamais décidé de mettre un terme à notre relation. J'ai toujours su que la naissance de nos enfants ne me donnerait aucun point de retraite supplémentaire. Et mon père n'a jamais dit devant mes enfants que j'avais fait des enfants comme ça. Le nouvel observateur, Jean Daniel. On doit dire à un enfant quand c'est oui, et quand c'est non, c'est non. Attaque du palais d'hiver de la mutualité. Les passants se sont mis à parler devant les barricades enflammées. Message du militant trotskiste laissé sur mon répondeur. Bonsoir. Il doit être à peu près 22h ou 22h34. Tu es parfaitement libre de t'entourer d'adeptes qui se délecteront de ta saga familiale. C'est ton choix et je le respecte. Je ne suis ni ton père ni ton psychiatre et je me permettrai juste d'attirer ton attention sur un point précis. L'échec de mai 68 ne peut trouver son explication dans les désignations d'un bouc émissaire qui t'exonérerait de ta responsabilité. Nous sommes tous collectivement responsables de la prise du pouvoir du palais de l'administration de Paris 8 par les staliniens. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Rappelle-moi si tu veux, je serai disponible ce soir ou demain matin. Voilà. Moi, Ça reste très fort. moi, j'ai bien aimé les groupes et le problème insoluble. Alors, on arrive, et c'est très bien que Pierre soit arrivé à ce moment-là, c'est que on va avoir notre prochain rendez-vous mensuel. Bon, traditionnellement, notre ami Marc, il y a les congés payés, il ne sera pas là. Et donc, le jeûne de Taverny, moi je le fais tous les ans, ça fera la 23e année, c'est en 2025, et il a lieu tous les ans entre le 6 août, qui est la date du bombardement nucléaire expérimental de la ville japonaise d'Hiroshima à l'uranium 235, et le 9 août inclus, donc ça fait 4 jours de jeûne, le 9 août qui est la date du bombardement expérimental nucléaire américain de la ville japonaise de Nagasaki au plutonium 239, le 9 août 45. Voilà. Donc le premier jeudi du mois d'août, c'est le 7 août 2025. Donc j'ai mon ami Fabrice David qui est à côté de moi, et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que j'aurai la présence de Pierre Merechkowski. Et donc on réalisera l'émission en direct à Taverny le 7 août. Devant la base. Alors devant la base, oui, c'est pas une mauvaise idée, de 19h à 20h, voilà, et Marc va me prêter un de ses stabilisateurs, voilà, pour que ce soit plus facile pour moi, et peut-être même la petite barrette pour mettre le micro, parce que ce sera beaucoup plus facile pour faire les choses. Voilà, donc voilà notre prochain rendez-vous. Et donc les tournages restent en direct, comme ce soir. Là, quand je vais rentrer, je vais uploader les 2 fichiers que va m'envoyer Marc, pour que vous puissiez regarder en différé cette émission tournée en direct, mais on va rester quand même dans la logique du direct pour les tournages des émissions. Donc cette 169e émission Radar sera diffusée en différé le 8 août 2025 sur nos pages à la fois Radar Facebook et YouTube. Et puis je vais vous dire bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Pierre, bonsoir Fabrice. À vous, Cognac G. Voilà, bonsoir Marc. Bonsoir.